13 ans après la disparition d'un détective à Bordeaux, en 1994, un vigneron découvre ceci dans un tonneau. Le marteau frappa le métal rouillé avec un bruit sec. Joachim Dubois essuya la sueur de son front, tout en examinant le tonneau numéro 47 de la cave Saint-Raphaël. Le récipient était entreposé depuis 13 ans dans le coin le plus sombre de l'entrepôt, accumulant poussière et oubli. « Monsieur, ce tonneau a quelque chose d'étrange », cria-t-il en direction du bureau principal. Sa voix résonna entre les rangées de fûts qui contenaient le meilleur vin de Bordeaux. Monsieur Raymond Lefebvre, propriétaire du vignoble, traversa les allées d'un pas pressé. À 60 ans, il avait développé un instinct particulier pour détecter les problèmes dans son entreprise. « Que se passe-t-il, Joachim ? Regardez, monsieur. Ce tonneau est scellé par soudure, pas avec les méthodes habituelles, et il était beaucoup plus lourd qu'il ne devrait l'être. » Monsieur Raymond observe le récipient cylindrique. La soudure irrégulière autour du couvercle montrait un travail d'amateur, totalement différent du scellement professionnel des autres tonneaux. Quand ce tonneau est-il arrivé ? Joachim consulta son carnet taché de vin. Selon mes registres, il est arrivé en mars 1994. Mais il n'y a aucune trace de qui l'a apporté, ni de ce qu'il contient. Ouvre-le, nous devons savoir ce qu'il y a dedans. Le chalumeau découpa le métal dans une pluie d'étincelles oranges. Une odeur de fer brûlé, mêlée à celle, douce, du vin vieilli, emplit l'air. Lorsque le couvercle céda, une puanteur fétide envahit l'entrepôt. Joachim recula, se couvrant le nez. « Mon Dieu, monsieur !» À l'intérieur du tonneau, enveloppé dans du plastique noir, se trouvaient les restes humains d'un homme. Les vêtements décomposés conservaient encore des morceaux d'une chemise bleue et d'un pantalon en toile, mais ce qui attira le plus l'attention était la plaque métallique qui brillait sur la poitrine du cadavre. Monsieur Raymond s'approcha avec précaution et lut l'inscription. Détective Roland Marchand, police judiciaire de l'État de Bordeaux. Joachim, appelle immédiatement la police, ne touche à rien d'autre. Le vigneron courut vers le téléphone du bureau, tandis que monsieur Raymond restait près du tonneau, observant les restes du détective disparu. Il se souvenait vaguement des journaux de 1994, qui parlaient de la mystérieuse disparition de l'enquêteur. La commandante Patricia Rousseau arrive 30 minutes plus tard, accompagnée de 2 agents et du médecin légiste. Ses 15 années d'expérience dans les homicides l'avaient vu me préparer à des scènes perturbantes, mais découvrir un collègue disparu suscitait toujours des émotions particulières. « Quand avez-vous trouvé le corps ?» demanda-t-elle en enfilant des gants en latex. « Il y a 1 heure, » répondit monsieur Raymond. « Nous vérifions tous les vieux tonneaux pour une rénovation. » Le médecin légiste, le docteur Albert Champigny, examina les restes avec un soin professionnel. D'après l'état de décomposition et les conditions du tonneau, je dirais qu'il est là depuis plus de 10 ans. L'identification correspond au détective Marchand. Patricia passa en revue ses souvenirs. Elle se rappelait l'affaire Roland Marchand, un détective honnête qui enquêtait sur un réseau de trafic de drogue lorsqu'il avait disparu sans laisser de traces. Ses collègues avaient mauvais supposé qu'il s'était enfui avec de l'argent du crime organisé. Docteur Champigny, j'ai besoin que vous déterminiez la cause exacte de la mort et toute preuve pouvant indiquer qui a fait ça. Commandante, regardez ceci, dit le légiste en pointant l'arrière du crâne. Fracture massive due à un impact contondant. Cet homme a été assassiné. Joachim s'approcha timidement du groupe. Commandante, j'ai trouvé ceci parmi de vieux papiers au bureau. Il tendit une facture jaunie datée du 15 mars 1994. Patricia lut le document. Stockage d'un tonneau spécial, payé en liquide, client Marcel Savin. Connaissez-vous Marcel Savin ? Demanda la commandante à monsieur Raymond. C'était mon comptable dans les années 90, un homme très respectable. Il a travaillé avec moi pendant 15 ans, mais il a démissionné subitement en 1994, juste après la date de cette facture. La commandante échangea un regard avec le docteur Champigny. Le nom de Marcel Savin lui semblait familier, mais elle ne pouvait pas le situer précisément. « Joachim, je veux tous les registres de mars 1994. Monsieur Raymond, j'ai besoin de l'adresse actuelle de Marcel Savin et de toute information que vous avez sur lui. » Pendant que l'équipe médico-légale photographiait la scène, Patricia appela son bureau pour vérifier les archives de l'absence de l'affaire Marchand. Son instinct lui disait qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'un simple meurtre.
Un détecteur de métaux repéra autre chose au fond du tonneau. Un magnétophone à cassette, enveloppé dans du plastique hermétique. Patricia l'extraya avec précaution et vérifia qu'il était intact. « Docteur Champigny, ceci pourrait contenir des preuves cruciales. Je veux qu'il soit analysé en laboratoire avant de jouer la cassette. » Monsieur Raymond observait la procédure avec une inquiétude croissante. « Commandante, cela signifie-t-il que mon vignoble a été impliqué dans un crime? Cela signifie que quelqu'un a utilisé votre propriété pour cacher des preuves. Mais d'après les registres, vous n'aviez aucune idée de ce que contenait le tonneau. » Le soleil commençait à se coucher derrière les collines de Bordeaux lorsque l'équipe termina de traiter la Sikhisène. Patricia savait qu'il tenait le premier fil d'une intrigue complexe restée cachée pendant 13 ans. Avant de partir, elle examina une dernière fois la plaque d'identification du détective Marchand. Roland était connu pour son intégrité et son refus d'accepter des pots de vin. Sa disparition avait laissé plusieurs affaires importantes non résolues, y compris une enquête sur le trafic de drogue impliquant des fonctionnaires publics. « Joachim, je veux que cette zone reste bouclée jusqu'à nouvel ordre. Personne ne doit s'approcher sans autorisation policière. » En rentrant au commissariat, Patricia réfléchit aux implications de la découverte. L'assassinat d'un détective honnête, dissimulé pendant plus d'une décennie, suggérait l'existence d'une conspiration impliquant des niveaux élevés de corruption. La cassette trouvée dans le tonneau pourrait contenir les dernières enquêtes de Marchand, peut-être même les noms de ses assassins, mais elle représentait aussi un danger. Si des personnes puissantes étaient impliquées, l'affaire pourrait devenir extrêmement périlleuse pour tous les enquêteurs. Arrivée à son bureau, Patricia ouvrit le dossier poussiéreux du détective Roland Marchand. Les photographies montraient un homme de 35 ans, marié, avec 2 jeunes enfants. Sa femme, Élodie Marchand, s'était battue pendant des années pour maintenir vivante la recherche de son mari. Maintenant, Patricia devait appeler Élodie pour lui annoncer qu'ils avaient enfin retrouvé Roland, mais qu'il était mort. C'était une conversation qu'aucun policier ne voulait avoir, surtout après tant de temps. La commandante Patricia Rousseau étala les dossiers jaunis sur son bureau. Le dossier du détective Roland Marchand contenait des centaines de pages documentant une enquête complexe sur le trafic de drogue à Bordeaux en 1994. « Agent Moreau, j'ai besoin que vous examiniez chaque page de ce dossier, » ordonna-t-elle à son subordonné le plus fiable. « Cherchez toute mention de Marcel Savin ou des liens avec le vignoble Saint-Raphaël. » L'agent Charles Moreau, vétéran de 10 ans dans les enquêtes criminelles, commença à analyser les documents tandis que Patricia se rendait chez Élodie Marchand. La maison d'Élodie se trouvait dans un quartier modeste de Bordeaux. Les 13 années d'incertitude avaient marqué son visage, mais elle conservait la détermination d'une femme qui n'avait jamais perdu l'espoir de découvrir la vérité. « Madame Marchand, j'ai des nouvelles concernant votre mari, » dit Patricia avec la délicatesse que la situation exigeait. Élodie invita la commandante à entrer dans le petit salon où des photographies de Roland ornaient sur les murs. Ses enfants, désormais adultes, étaient également présents pour entendre les nouvelles qu'ils attendaient depuis plus d'une décennie. « Nous avons trouvé le corps de Roland dans un vignoble à la périphérie de la ville. Il a été assassiné. » Les larmes d'Élodie furent silencieuses, mais intenses. Après des années à imaginer divers scénarios, elle avait enfin une réponse définitive. « Qui l'a tué ?» demanda Michel, le fils aîné de Roland. « Nous enquêtons, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à vous souvenir de tout ce que vous pouvez des derniers jours avant sa disparition. » Élodie essuya ses larmes et commença à se remémorer. Roland était très inquiet les dernières semaines. Il disait qu'il avait découvert quelque chose de gros, impliquant des personnes importantes. Il parlait souvent d'un comptable nommé Marcel Savin. Il disait que cet homme en savait plus qu'il n'en laissait paraître sur le blanchiment d'argent. Patricia prit des notes détaillées pendant qu'Élodie poursuivait son récit. Roland avait installé un magnétophone dans son bureau, car il soupçonnait que quelqu'un fouillait dans ses dossiers. Il enregistrait toutes ses conversations importantes. Qu'est-il arrivé à ces enregistrements ? Nous ne les avons jamais trouvés. Quand Roland a disparu, son bureau a été vidé sur ordre du commandant de l'époque, Henri Villeneuve. Le nom de l'ancien commandant Villeneuve déclencha des alarmes dans l'esprit de Patricia. Elle se souvenait qu'il avait démissionné brusquement en 1995, un an après la disparition de Marchand. De retour au commissariat, Patricia retrouva l'agent Moreau pour examiner les découvertes dans le dossier. « Commandante, j'ai trouvé des informations très intéressantes », rapporta Moreau. Le détective Marchand enquêtait sur un réseau qui blanchissait l'argent du trafic de drogue à travers des entreprises légitimes, y compris des vignobles
et des restaurants. Le nom de Marcel Savin apparaît plusieurs fois. Selon les rapports de Marchand, Savin était le comptable de plusieurs entreprises suspectes, y compris le vignoble Saint-Raphaël. Patricia étudia les documents. L'enquête de Marchand avait identifié un schéma. De grandes quantités d'argent liquide étaient investies dans des entreprises apparemment légitimes, puis transférées vers des comptes bancaires propres. Moreau trouve des informations actuelles sur Marcel Savin. Adresse, emploi, casier judiciaire, tout ce que tu peux trouver. Pendant que Moreau travaillait sur l'ordinateur, Patricia se rendit au laboratoire médico-légal pour vérifier les progrès de l'analyse du magnétophone trouvé dans le tonneau. Le docteur Champigny avait réussi à extraire la cassette sans l'endommager. Commandante, l'enregistrement est intact. Il contient environ 60 minutes de conversation. L'avez-vous écouté? Seulement les premières minutes. C'est la voix du détective Marchand relatant son enquête. Il mentionne des noms précis et décrit des transactions financières suspectes. Patricia mit les écouteurs et entendit la voix claire du détective assassiné. 12 mars 1994. J'ai confirmé que Marcel Savin coordonne le blanchiment d'argent pour le réseau de Marseille. Les vignobles sont l'entreprise parfaite car ils gèrent de grandes quantités de liquide et ont des cycles de production longs qui justifient des investissements irréguliers. L'enregistrement continuait avec des détails précis sur les transactions, les dates et les montants. Marchand avait minutieusement documenté chaque aspect de l'opération criminelle. J'ai également identifié de la corruption au sein de la police. Le commandant Villeneuve reçoit des paiements mensuels de 50 000 francs pour ignorer certaines enquêtes. Patricia mit l'enregistrement en pause. Les preuves qu'elle avait entre les mains résolvaient non seulement l'assassinat de Marchand, mais exposaient un réseau de corruption qui avait opéré pendant des années. De retour à son bureau, Moreau l'attendait avec des informations actualisées sur Marcel Savin. Commandante, Marcel Savin vit actuellement à Lyon. Il travaille comme comptable indépendant et gère les finances de plusieurs restaurants et petites entreprises. Antécédents criminels? Complètement vierge, pas même une amende pour excès de vitesse. Mais voici ce qui est intéressant. En mars 1994, Savin a acheté une maison neuve pour 800 000 francs, payée intégralement en liquide. Patricia analysa l'information. Un comptable gagnant peut-être 15 000 francs par mois ne pourrait pas acheter une maison de cette valeur sans financement, à moins d'avoir des revenus supplémentaires non déclarés. Moreau, je veux une surveillance discrète sur Marcel Savin. Il ne doit pas savoir que nous l'enquêtons avant que nous ayons assez de preuves. Alors qu'elle organisait l'opération de surveillance, Patricia reçut un appel qui changea la direction de l'enquête. Commandante Rousseau, ici, l'avocat Joachim Torres, représentant de la famille Villeneuve. Mon client, l'ancien commandant Henri Villeneuve, souhaite fournir des informations sur l'affaire du détective Marchand. Patricia sentit que l'affaire prenait une nouvelle dimension. Si Villeneuve était prêt à parler, cela signifiait qu'il savait plus que ce que ses supérieurs avaient officiellement admis. Quand peut-il venir témoigner? Demain matin, si cela vous convient, mais mon client exige des garanties de protection. Il dit que sa vie pourrait être en danger. Après avoir raccroché, Patricia réfléchit aux implications. Un ancien commandant demandant une protection pour témoigner sur une affaire vieille de 13 mains suggérait que des forces puissantes pourraient encore riposter contre les témoins. Cette nuit-là, Patricia examina une fois de plus tous les documents de l'affaire. L'enquête initiale de Marchand avait été minutieuse et professionnelle. Son erreur fatale avait été de faire confiance aux mauvaises personnes au sein de la police. Le schéma commençait à devenir clair. Marchand avait découvert le réseau de blanchiment d'argent, identifié les responsables et documenté la corruption policière. Lorsqu'il était prêt à agir, quelqu'un l'avait éliminé pour protéger l'opération. Maintenant, 13 ans plus tard, Patricia avait l'opportunité de compléter son travail, mais elle faisait face au même danger qui avait coûté la vie au détective honnête. L'ancien commandant Henri Villeneuve arriva au commissariat accompagné de son avocat, visiblement nerveux. À 62 ans, l'ancien officier imposant s'était transformé en un homme voûté qui jetait constamment des regards vers les fenêtres. Patricia l'accueillit dans la salle d'interrogatoire avec un magnétophone activé et l'agent Moreau comme témoin. Ancien commandant Villeneuve, êtes-vous ici volontairement pour témoigner sur l'affaire du détective Roland Marchand? Oui, commandante. J'ai porté ce poids pendant 13 ans et je n'en peux plus. Villeneuve prit une profonde inspiration avant de commencer son récit. En 1994, j'étais commandant de la police judiciaire
lorsque Roland Marchand a commencé à enquêter sur des activités de trafic de drogue. Au début, je pensais que c'était une enquête de routine. Quand avez-vous réalisé que c'était plus complexe? Quand Marchand a commencé à mentionner des noms de personnes importantes. Marcel Savin n'était que la partie visible de l'iceberg. Le réseau incluait des entrepreneurs, des politiciens locaux et plusieurs de mes propres officiers. Patricia prit des notes, tandis que Villeneuve continuait à révéler des détails restés cachés pendant plus d'une décennie. Receviez-vous de l'argent pour protéger l'opération? Villeneuve baissa la tête. Oui, on m'a menacé, moi et ma famille, si je ne coopérais pas. J'avais besoin d'argent parce que ma femme avait un cancer et les traitements étaient très coûteux. Qui vous a menacé? Un homme nommé Gustave Hébert. Il se présentait comme un entrepreneur, mais il était le chef de l'opération de blanchiment d'argent. Il avait des connexions avec le réseau de Marseille. Le nom de Gustave Hébert n'apparaissait pas dans les dossiers de Marchand, ce qui suggérait que le détective n'avait pas réussi à identifier le véritable chef avant d'être assassiné. Que s'est-il passé la nuit où Marchand a disparu? Villeneuve resta silencieux plusieurs minutes avant de répondre. Marchand est venu à mon bureau avec des preuves définitives sur le réseau. Il avait des photographies, des enregistrements, des documents bancaires. Il a dit qu'il allait arrêter Marcel Savin le lendemain. L'avez-vous trahi? J'ai appelé Gustave Hébert pour l'avertir, mais je n'ai jamais pensé qu'il le tuerait. Je croyais qu'ils allaient juste le menacer pour qu'il se taise. Patricia ressentit un mélange de colère et de compréhension envers l'ancien commandant. Sa trahison avait coûté la vie à un bon policier, mais il avait aussi été victime d'un système corrompu. Savez-vous qui a physiquement tué Marchand? Pas directement, mais Gustave Hébert avait deux hommes qui s'occupaient des sales besognes, les frères Thierry-Richard et Fernand Sautier. Après l'interrogatoire, Patricia ordonna immédiatement une recherche dans les bases de données sur Gustave Hébert et les frères Sautier. Les résultats furent somme révélateurs, mais inquiétants. Gustave Hébert était mort dans un accident de voiture en 1998, apparemment sans lien criminel. Richard Sautier avait été assassiné en 2001 lors d'une rixe en prison. Seul Fernand Sautier était encore en vie, purgeant actuellement une peine pour trafic de drogue dans la prison de Fresnes. Moreau, nous devons interroger Fernand Sautier en prison. Il pourrait être notre seul témoin direct de l'assassinat. Alors qu'il préparait la visite à la prison, Patricia décida de confronter directement Marcel Savin. La surveillance avait montré que le comptable menait une vie apparemment normale à Lyon, mais son comportement trahissait une nervosité croissante. Le voyage à Lyon dura 2 heures. Patricia et Moreau trouvèrent Savin dans son bureau, un petit local dans un centre commercial où il gérait les affaires de petites entreprises locales. « Monsieur Savin, je suis la commandante Patricia Rousseau de Bordeaux. Nous devons parler du détective Roland Marchand. » Le visage de Savin blêmit immédiatement. Ses mains tremblèrent alors qu'il feignait de chercher des documents sur son bureau. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, commandante. Nous avons trouvé le corps du détective dans un tonneau que vous avez stocké au vignoble Saint-Raphaël en mars 1994. » Savin s'effondra sur sa chaise. 13 années de culpabilité et de peur remontèrent à la surface sous forme de larmes incontrôlables. « Ce n'est pas moi qui l'ai tué. On m'a payé pour me débarrasser du corps. » « Qui vous a engagé? » « Gustave Hébert. Il m'a donné 200 000 francs pour faire disparaître le corps et 50 000 de plus pour garder le silence. » Patricia et Moreau échangèrent un regard. Ils avaient enfin une confession directe sur la dissimulation du meurtre. « Comment Marchand est-il mort? » « Je ne sais pas exactement. Hébert m'a appelé cette nuit-là en disant qu'il avait un problème à résoudre. Quand je suis arrivé sur place, le détective était déjà mort. Où était-ce? Dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Bordeaux. Les frères Sautier étaient là avec le corps. Savin fournit des détails précis sur la manière dont il avait transporté le corps jusqu'au vignoble et l'avait caché dans le tonneau. Son travail comme comptable de M. Raymond lui avait donné un accès facile à l'entrepôt. Pourquoi avoir choisi précisément cet endroit? Hébert savait que M. Raymond était un homme honnête qui ne vérifierait jamais les tonneaux scellés. De plus, le vignoble avait une réputation irréprochable. Personne ne soupçonnerait qu'il était utilisé pour dissimuler des preuves de criminels. Patricia arrêta Savin pour dissimulation et complicité après coup. Pendant le transfert vers Bordeaux, le comptable continua à fournir des informations sur l'opération de blanchiment d'argent. « Commandante, il y a autre chose que vous devez savoir. Le réseau n'a pas pris fin avec la mort de Gustave Hébert. Son fils,
Michel Hébert, a continué l'entreprise familiale. Michel Hébert opère-t-il toujours? D'après ce que je sais, oui, mais il est plus prudent maintenant. Il a appris des erreurs de son père. Cette révélation changea complètement la donne de l'enquête. Patricia ne résolvait pas seulement une affaire vieille de 13 ans liant, mais découvrait une opération criminelle qui avait évolué et continué à fonctionner pendant plus d'une décennie. De retour à Bordeaux, Patricia organisa une réunion urgente avec ses supérieurs pour rendre compte des avancées de l'affaire, qui nécessitaient des ressources supplémentaires et une coordination avec d'autres agences pour démanteler complètement le réseau. Cette nuit-là, alors qu'elle examinait toutes les nouvelles données, Patricia reçut un appel anonyme qui la mit en alerte maximale. « Commandant Trousseau, abandonnez l'affaire du détective mort, sinon votre famille en paiera les conséquences. » La menace confirma qu'il y avait des forces puissantes prêtes à protéger les secrets enfouis avec Roland Marchand, mais cela signifiait aussi que Marchand avait été sur la bonne voie pour découvrir toute la vérité. Patricia renforce la sécurité autour de sa famille et poursuit l'enquête avec encore plus de détermination. L'assassinat d'un collègue policier ne resterait pas impuni, peu importe le temps écoulé ou la puissance des responsables. Le lendemain, il rendrait visite à Fernand Sautier en prison pour obtenir son témoignage direct sur l'assassinat. C'était la dernière pièce du puzzle qui avait commencé 13 ans plus tôt dans un bureau de police à Bordeaux. La prison de Fresnes se dressait comme une forteresse de béton sous le soleil matinal de la région parisienne. Patricia et Moreau traversèrent plusieurs contrôles de sécurité avant d'atteindre la salle d'interrogatoire où les attendait Fernand Sautier. L'homme de 43 ans conservait la carrure robuste de quelqu'un ayant vécu une vie violente. Des tatouages couvraient ses bras, marqués de cicatrices de couteau, et ses yeux affichaient la méfiance typique des vétérans du crime organisé. « Fernand Sautier, je suis la commandante Patricia Rousseau. Je veux parler de ce qui s'est passé avec le détective Roland Marchand en 1994. » Sautier resta immobile, évaluant ses visiteurs avec la patience calculée d'un prédateur. « Qu'est-ce que j'y gagne à parler? Une chance de réduire votre peine en fournissant des informations précieuses sur un homicide. Et qu'est-ce que je perds si je ne parle pas? » Patricia se pencha en avant. « La chance de sortir vivant de cette prison. Nous savons que vous et votre frère avez tué le détective sur ordre de Gustave Hébert. » La mention du nom de Hébert provoqua une réaction immédiate chez Sautier. Sautier. Ses muscles se tendirent et ses yeux se plissèrent. « Gustave Hébert est mort, mon frère Richard aussi. Pourquoi devrais-je m'inquiéter d'un détective mort? Parce que Michel Hébert, le fils de Gustave, continue d'opérer. Et quand nous saurons tout sur la mort de Marchand, nous saurons aussi tout sur les opérations actuelles. » Sautier réfléchit pendant plusieurs minutes. Finalement, son instinct de survie l'emporta sur sa loyauté criminelle. « Gustave nous a payé 100 000 francs, à mon frère et moi, pour tuer le détective. Il a dit que Marchand était trop près de détruire toute l'opération. Comment l'avez-vous tué? Nous l'avons attiré dans un entrepôt en lui disant que nous avions des informations sur Marcel Savin. Quand il est arrivé, mon frère Richard l'a frappé avec une barre de fer. Il est mort sur le coup. » Patricia prit des notes détaillées, tandis que Sautier relatait les événements de cette nuit fatale de mars 1994. Qui d'autre était présent? Juste nous deux et Marcel Savin, qui est arrivé après pour emporter le corps. Gustave était resté à l'écart pour avoir un alibi. Que savez-vous d'autre sur les opérations de Michel Hébert? Sautier esquissa un sourire malicieux. Michel est plus intelligent que son père. Il a changé l'opération après que nous ayons tué le détective. Maintenant, il utilise des entreprises différentes. Concessions automobiles, bureaux de change, bijouterie. Où opère-t-il actuellement? Dans tout le sud-ouest, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse. Il a un réseau de comptables comme Marcel Savin dans chaque ville. Les informations fournies par Sautier révélaient une opération bien plus sophistiquée que ce que Patricia avait imaginé. Michel Hébert avait appris des erreurs qui avaient coûté la vie à Marchand et avait étendu son territoire pour réduire les risques. Avez-vous des noms précis d'autres comptables ou collaborateurs? À Lyon, il y a Marcel Savin, vous le connaissez déjà. À Marseille, une femme nommée Rose Delacroix gère les bijouteries. À Toulouse, un type nommé Serge Rouvier possède plusieurs concessions automobiles. Patricia nota chaque nom. Le réseau était vaste et avait opéré impunément pendant 13 ans, protégé par le silence forcé entourant l'assassinat de Marchand. Michel Hébert bénéficie-t-il toujours de protection policière? Pas précisément,
mais il n'a pas été arrêté en toutes ces années. Il doit avoir quelque chose. Après l'interrogatoire, Patricia et Moreau rentrèrent à Bordeaux avec assez d'informations pour demander des mandats de perquisition et des arrestations multiples, mais ils savaient aussi qu'ils faisaient face à une organisation dotée de ressources considérables et d'une possible protection officielle. Au commissariat, Patricia rencontra le procureur régional pour présenter ses conclusions et demander des ressources supplémentaires. L'ampleur de l'affaire nécessitait une coordination avec les autorités nationales. Procureur, nous avons des preuves solides que l'assassinat du détective Marchand a été ordonné pour protéger un réseau de blanchiment d'argent qui continue d'opérer aujourd'hui. Le procureur Michel Ferrand examina les documents avec une expression sérieuse. L'implication de plusieurs régions compliquait la juridiction et nécessitait des protocoles spéciaux. Commandante, cela exige une coordination avec la DCPJ, mais en attendant, vous pouvez procéder aux enquêtes locales. Patricia organisa des équipes de surveillance pour Rose Delacroix, à Marseille, et Serge Rouvier à Toulouse, tout en maintenant la surveillance sur Marcel Savin à Lyon. L'objectif était de documenter les opérations actuelles avant de procéder aux arrestations. Cet après-midi-là, elle reçut un appel qui changea la dynamique de toute l'enquête. Commandante Rousseau, ici, Élodie Marchand. Quelqu'un est entré chez moi hier soir. Ils n'ont rien pris, mais ils ont laissé une photo de mon mari avec une croix rouge dessus. Patricia ordonna immédiatement une protection policière pour Élodie et ses enfants. Les menaces s'intensifiaient, indiquant qu'ils avaient touché un point sensible dans l'organisation criminelle. Élodie, je veux que vous et votre famille déménagiez temporairement dans une maison sécurisée. Ces gens ont déjà tué votre mari et n'hésiteront pas à faire du mal à votre famille. Tout en organisant la protection pour les marchands, Patricia réfléchit aux implications de la menace. Quelqu'un ayant accès à des informations privilégiées savait exactement quelle famille cibler pour arrêter l'enquête. L'agent Moreau arriva avec des nouvelles inquiétantes de l'opération de surveillance. Commandante, Rose Delacroix à Marseille a disparu. Ses voisins disent qu'elle est partie hier soir avec des bagages. Même chose pour Serge Rouvier à Toulouse. Patricia comprit que l'organisation avait été alertée de l'enquête. Quelqu'un à l'intérieur du système divulguait des informations, exactement comme cela s'était produit 13 ans plus tôt avec Marchand. Moreau, nous devons tout accélérer. S'ils fuient, cela signifie qu'ils savent que nous sommes proches. Cette nuit-là, Patricia décida de prendre une mesure drastique. Elle contacta directement Michel Hébert en utilisant les informations obtenues de Fernand Sautier. « Monsieur Hébert, je suis la commandante Patricia Rousseau. Nous devons parler de votre père et du détective Marchand. » La voix à l'autre bout du fil était froide et calculée. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, commandante. Votre père a ordonné l'assassinat de Roland Marchand en 1994. Nous avons des témoignages directs des assassins. Mon père était mort il y a 9 ans. Si quelqu'un vous a dit quelque chose sur lui, il ment probablement. Et que dites-vous de votre réseau actuel de blanchiment d'argent ?» Il y eut une longue pause avant que Michel ne réponde. « Commandante, je crois que vous êtes confuse, mais si vous voulez parler, nous pouvons nous rencontrer demain. Je choisis le lieu. » Patricia savait que c'était un piège, mais cela représentait aussi une opportunité de confronter directement le chef de l'organisation. C'était exactement le genre de décision risquée qui avait coûté la vie à Marchand, mais aussi la seule façon d'obtenir une justice complète. « J'accepte de vous rencontrer, mais dans un lieu public avec des témoins. »« Parfait. Je vous attends demain à 14h au restaurant La Brasserie, au centre de Bordeaux. Venez seul. » Après avoir raccroché, Patricia organisa une opération de surveillance autour du restaurant. Si Michel Hébert pensait éliminer un autre détective honnête, il serait surpris. Le restaurant La Brasserie grouillait de l'activité typique de midi lorsque Patricia arriva ponctuellement à 14h. Elle avait coordonné une surveillance discrète avec 8 agents positionnés stratégiquement autour de l'établissement. Michel Hébert l'attendait à une table dans un coin, vêtu d'un costume élégant et arborant la confiance d'un homme habitué au pouvoir. À 40 ans, il conservait le charisme hérité de son père, mais avec une sophistication qui le rendait plus dangereux. « Commandante Rousseau, merci d'être venue. Permettez-moi d'être direct. Votre enquête interfère avec des affaires légitimes. » Patricia s'assit face à lui, maintenant un contact visuel constant. « Monsieur Hébert, parlons de votre définition de « légitime ». Inclut-elle l'assassinat de policiers ? Mon père a construit un empire commercial honnête. Si certaines personnes ont pris de mauvaises décisions, ce n'est pas ma responsabilité. Et les décisions que vous prenez actuellement ?
Sont-elles toutes honnêtes? Michel sourit froidement. Commandante, je gère des concessions automobiles, des bijouteries, des bureaux de change. Tout est complètement légal et enregistré auprès du fisc. Patricia savait qu'elle était enregistrée, alors elle choisit ses mots avec soin pour provoquer des confessions incriminantes. Que s'est-il passé avec Rose Delacroix et Serge Rouvier? Ils ont disparu juste au moment où nous commencions à les enquêter. Je n'ai aucune idée de qui sont ces personnes. Ils travaillaient des pourvus, blanchissant de l'argent, tout comme Marcel Savin travaillait pour votre père. L'expression de Michel se durcit. Commandante, vous portez des accusations très graves sans preuve. J'ai le témoignage de Fernand Sautier sur l'assassinat du détective Marchand. J'ai aussi la confession de Marcel Savin sur la dissimulation. Michel but lentement une gorgée de vin avant de répondre. Sautier est un criminel qui ferait n'importe quoi pour réduire sa peine. Savin est un comptable désespéré qui inventerait des histoires pour sauver sa peau. Et l'enregistrement réalisé par Marchand avant sa mort, est-il aussi inventé? Pour la première fois, Michel montra une réaction authentique de surprise. Il ignorait clairement l'existence de l'enregistrement trouvé dans le tonneau. Quel enregistrement? Roland Marchand a documenté toute son enquête, y compris les noms, les dates, les transactions. Tout est enregistré avec sa voix. Michel resta silencieux plusieurs minutes, calculant les implications de cette nouvelle information. Commandante, en supposant qu'un tel enregistrement existe, il aurait plus de 13 ans. Quelle pertinence pourrait-il avoir pour les enquêtes actuelles? Sa pertinence est qu'il décrit exactement les méthodes que vous continuez d'utiliser. Les noms changent, mais les schémas sont identiques. La conversation fut interrompue par un jeune homme qui s'approcha de la table et murmura quelque chose à l'oreille de Michel. Son expression passa immédiatement à l'inquiétude. Commandante, il semble y avoir un malentendu. Mes affaires sont en train d'être perquisitionnées par les autorités nationales en ce moment. Patricia sourit intérieurement. Sa demande de soutien national avait porté ses fruits plus rapidement que prévu. Il n'y a pas de malentendu, Michel. C'est une enquête coordonnée sur le blanchiment d'argent et l'assassinat. Michel se leva brusquement de la table. Cette conversation est terminée. J'espère que vous avez des preuves solides pour soutenir vos actions, car mes avocats vont être très occupés à poursuivre pour harcèlement policier. Asseyez-vous, monsieur Reber. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Patricia montra la documentation légale, tandis que des agents en civil s'approchaient discrètement de la table. Michel évalua ses options et, apparemment, décida de coopérer temporairement. Sous quel chef d'accusation? Conspiration pour homicide, blanchiment d'argent, gestion d'une entreprise criminelle continue. Pendant le transfert au commissariat, Michel resta complètement silencieux. Son avocat, maître Richard Vigne, arriva 30 minutes après l'arrestation. Dans la salle d'interrogatoire, maître Vigne exigea de voir toutes les preuves avant de permettre à son client de répondre aux questions. Patricia présenta méthodiquement chaque pièce. Le témoignage de Fernand Sautier, la confession de Savin, la déclaration de Villeneuve, l'enregistrement de Marchand et les documents bancaires saisis lors des perquisitions. Maître, votre client a dirigé une opération criminelle qui a conduit à l'assassinat d'un détective et qui continue d'opérer depuis 13 ans. Vigne examina soigneusement chaque document avant de consulter en privé avec Michel. Après 1 heure de délibération, ils revinrent avec une proposition inattendue. Mon client est prêt à fournir des informations sur des opérations plus vastes en échange de considération sur sa peine. Patricia échangea un regard avec le procureur qui était arrivé pour superviser personnellement l'interrogatoire d'un suspect aussi important. Quel genre d'informations? Michel parla pour la première fois depuis son arrestation. Commandante, mon opération est petite comparée à ce qui se passe réellement. Si vous voulez une véritable justice pour la mort du détective Marchand, vous devez savoir qui d'autre était impliqué. Expliquez-vous. Le détective n'a pas été assassiné uniquement pour avoir découvert du blanchiment d'argent. Il enquêtait sur le trafic d'armes vers les États-Unis. Cette opération impliquait des fonctionnaires nationaux des 2 pays. Cette révélation changea complètement la perspective de l'affaire. Patricia avait supposé que Marchand était mort à cause d'une enquête locale, mais il avait apparemment découvert quelque chose de portée internationale. Qui étaient les fonctionnaires impliqués? Certains sont déjà morts, d'autres occupent encore des positions de pouvoir, mais si je coopère pleinement, j'ai besoin de garanties et de protection nationale. Le procureur intervint. Monsieur Hébert,
Nous devons d'abord vérifier la véracité de vos informations avant de discuter de tout accord. Michel fournit des noms précis, des dates, des lieux et des méthodes utilisées dans le trafic d'armes. Ces informations étaient détaillées et vérifiables, suggérant qu'il en savait effectivement plus qu'il n'avait initialement admis. Le détective Marchand avait identifié des itinéraires spécifiques de contrebande et corrélé des mouvements d'argent avec des cargaisons d'armes. C'est pour cela qu'il devait mourir. Patricia réfléchit aux implications. Si Michel disait la vérité, l'assassinat de Marchand avait été ordonné par une conspiration atteignant des niveaux bien plus élevés du gouvernement et traversant les frontières internationales. Avez-vous des documents ou des preuves de physique de ces opérations? Mon père gardait des dossiers comme assurance vie. Quand il est des morts, j'ai hérité de ces informations. Si je coopère pleinement, je peux vous indiquer les emplacements précis où ces documents sont cachés. La session d'interrogatoire se prolongea tard dans la nuit. Patricia comprit qu'elle n'avait découvert que la surface d'une conspiration impliquant le crime organisé, la corruption gouvernementale et le trafic international d'armes. L'affaire du détective Roland Marchand était passée d'un meurtre local à une enquête de sécurité nationale, mais cela signifiait aussi que Patricia et son équipe faisaient face à des dangers bien plus grands qu'ils ne l'avaient anticipé initialement. À l'aube, Patricia examinait des dossiers classifiés dans un bureau temporaire de la DCPJ à Bordeaux. Les informations fournies de par Michel Hébert avaient activé des protocoles de sécurité nationale nécessitant une coordination avec les autorités américaines. L'agent fédéral Salvador Martin, sans lien familial avec le détective assassiné, était arrivé de Paris pour superviser l'expansion internationale de l'affaire. Commandante Rousseau, les noms fournis par Hébert correspondent à une enquête que nous avons mise en attente pendant 15 ans faute de preuves solides. Patricia examina les dossiers fédéraux montrant un réseau de trafic d'armes opérant de la France vers les États-Unis, utilisant des itinéraires établis du trafic de drogue, mais avec une protection officielle des deux gouvernements. Le détective Marchand avait-il vraiment identifié toute cette opération? Selon les informations de Hébert, oui, mais il ne comprenait apparemment pas pleinement l'ampleur de ce qu'il avait découvert. L'agent Martin montra des photographies aériennes de propriétés en Gironde, où des armes destinées à la contrebande étaient supposément stockées. Les images dataient de 1994, précisément lorsque Roland Marchand menait son enquête. Hébert dit que son père avait des dossiers complets sur ces opérations, cachés dans un coffre-fort à Marseille. Si c'est vrai, nous aurions des preuves définitives. Patricia coordonna une opération conjointe pour récupérer les dossiers, tout en maintenant Michel Hébert sous protection fédérale. Sa collaboration s'était révélée authentique, mais elle faisait aussi de lui une cible pour ses anciens associés. Le voyage à Marseille nécessita des mesures de sécurité maximales. Patricia, l'agent Martin et une équipe de spécialistes fédéraux escortèrent Michel jusqu'à une élégante maison dans le quartier du Prado, où Gustave Hébert avait vécu avant sa mort. Le coffre-fort est derrière un faux mur dans la cave, expliqua Michel en guidant le groupe à travers la maison abandonnée. L'équipe technique localisa le coffre-fort caché exactement là où Michel l'avait indiqué. Il contenait des centaines de documents, de photographies, d'enregistrements et de registres financiers documentant minutieusement les opérations de trafic d'armes pendant les années 1990. Patricia examina des photographies montrant des fonctionnaires américains remettant des caisses de fusils et de pistolets à des représentants français à des emplacements frontaliers. Les visages étaient clairement identifiables et les dates correspondaient exactement aux enquêtes de Marchand. Agent Martin, ceci est une preuve de trahison et de conspiration au plus haut niveau. Cela explique pourquoi ils ont tué le détective Marchand. Ils n'avaient pas seulement découvert du blanchiment d'argent local, mais une opération d'armes compromettant des fonctionnaires des deux gouvernements. Parmi les documents, ils trouvèrent des copies de rapports que Roland Marchand avait envoyés à ses supérieurs quelques jours avant sa mort. Les rapports détaillaient dans des itinéraires spécifiques, les noms des fonctionnaires impliqués et les calendriers des cargaisons d'armes. Michel, votre père savait-il que Marchand avait identifié l'opération d'armes? Il ne l'a découvert qu'après son assassinat. Mon père pensait qu'il le tuait pour le blanchiment d'argent, mais il a ensuite réalisé que Marchand savait beaucoup plus. Patricia trouva des documents révélant la véritable raison de la mort prématurée de Gustave Hébert en 1998. Ce n'était pas un accident, mais un assassinat ordonné par des fonctionnaires américains, craignant que Hébert ne révèle leur implication dans le trafic d'armes. Qui a ordonné la mort de votre père? Michel montra une correspondance entre Gustave Hébert et un officier américain nommé James Richardson.
Les lettres documentèrent des menaces allaient croissantes lorsque Hébert exigea une compensation plus importante pour son silence. Richardson travaillait pour une agence qui n'existait officiellement pas. Mon père l'a rencontré pendant les opérations d'armes en 1995. L'agent Martin contacta immédiatement ses supérieurs à Washington pour vérifier l'identité de Richardson. La réponse arriva 2 heures plus tard. James Richardson avait été un agent secret de la CIA, mort en Bosnie en 1999. Si Richardson était mort, qui continue de protéger cette opération? Michel fournit des noms supplémentaires de fonctionnaires ayant remplacé Richardson après sa mort. Le réseau avait évolué, mais conservait la même structure de protection officielle mutuelle. Patricia comprit qu'il faisait main face à une conspiration transcendant les administrations gouvernementales et opérant depuis des décennies. L'assassinat du détective Marchand n'était qu'une petite partie d'un encouvrement massif. Michel, que savez-vous d'autre sur les opérations actuelles? Après le 11 septembre, les opérations d'armes se sont intensifiées en utilisant des justifications antiterroristes. Ils ne transportent là le plus seulement des fusils, mais du matériel militaire avancé. Les documents de Gustave Hébert incluaient des contrats signés entre des entreprises françaises fictives et des contractants américains réels. Les opérations avaient généré des centaines de millions de dollars de profits illégaux pendant plus de 2 décennies. Patricia réfléchit aux implications pour son enquête initiale. Elle avait commencé par tenter de résoudre l'assassinat d'un détective local et avait fini par découvrir une conspiration internationale d'armes impliquant les plus hauts niveaux de gouvernement. Agent Martin, que se passe-t-il maintenant avec tout ceci? Les preuves que nous avons trouvées aujourd'hui seront classifiées au niveau de la sécurité nationale, mais nous pouvons utiliser certaines parties pour poursuivre les responsables locaux de l'assassinat de Marchand. Patricia ressentit un mélange de satisfaction et de frustration. Ils avaient résolu l'affaire du détective assassiné, mais les véritables architectes de la conspiration ne feraient probablement jamais face à la justice publique. Cette nuit-là, alors qu'ils rentraient à Bordeaux avec les dossiers de Gustave Hébert, Patricia reçut un appel qui changea une fois de plus la direction de l'affaire. Commandant Trousseau, ici, Élodie Marchand. J'ai trouvé quelque chose dans les affaires de mon mari que j'avais gardé toutes ces années. Je pense que vous devez le voir immédiatement. Qu'avez-vous trouvé, Élodie? Une copie de sauvegarde de toutes ces enquêtes. Roland l'a cachée chez nous, au cas où quelque chose lui arriverait. Elle contient des informations qui ne figuraient pas dans ses dossiers officiels. Patricia sentit une nouvelle vague d'espoir. Si Roland Marchand avait créé un dossier de sauvegarde personnelle, il pourrait contenir des preuves encore plus dévastatrices que les documents de Gustave Hébert. L'enquête était sur le point de révéler son secret final, 13 ans après avoir commencé avec la mort d'un détective honnête qui avait découvert trop de choses sur les opérations secrètes de son propre gouvernement. Élodie Marchand accueillit Patricia chez elle avec des mains tremblantes. La boîte qu'elle avait trouvée contenait non seulement des documents, mais aussi des photographies, des cartes et un second magnétophone que Roland avait gardé secret pendant ses enquêtes. Je l'ai trouvé derrière une planche mal fixée dans le grenier. Roland m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, j'attende plusieurs années avant de chercher ceci. Je pense qu'ils savaient qu'ils allaient soliler le tuer. Patricia examina le contenu avec un émerveillement croissant. Roland Marchand avait été plus minutieux que quiconque ne l'avait imaginé. Ses dossiers personnels contenaient des photographies de fonctionnaires américains sur le territoire français, des enregistrements de conversations téléphoniques interceptées et des cartes détaillées des itinéraires de contrebande. Élodie, Roland vous a-t-il dit quelque chose de précis sur ces enquêtes? Seulement qu'il avait découvert quelque chose qui allait au-delà du trafic de drogue. Il a dit que cela impliquait le gouvernement américain vendant des armes à des cartels français. Le magnétophone personnel contenait des conversations que Roland avait eues avec des informateurs du côté américain de la frontière. Les voix décrivaient des opérations coordonnées entre des agences officielles des 2 pays pour faciliter le trafic d'armes, qui étaient ensuite utilisées pour justifier des interventions militaires. Patricia réalisa qu'elle avait entre les mains des preuves qui pourraient déstabiliser les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis. Mais c'était aussi la clé pour obtenir une justice complète pour l'assassinat de Roland Marchand. Alors qu'elle examinait les documents, son téléphone sonna avec insistance. L'agent Martin la contactait avec une urgence extrême. « Commandant Trousseau, nous avons un problème sérieux. Michel Hébert a été retrouvé mort dans sa cellule de protection il y a 1 heure.
Patricia sentit l'affaire s'effondrer. Michel était leur témoin principal, et sa mort éliminait la possibilité de témoignages supplémentaires sur la conspiration. Comment est-il mort? Apparemment un suicide, mais les circonstances sont extrêmement suspectes. Il a laissé une note confessant tous les crimes et exonérant les fonctionnaires américains. Quelqu'un d'autre sait-il pour les dossiers que nous avons trouvés hier? Seulement nous et les techniciens fédéraux, mais Michel a mentionné d'autres noms pendant son interrogatoire. Il est possible que quelqu'un ait décidé de l'éliminer avant qu'il ne révèle plus d'informations. Patricia comprit qu'elle et Élodie étaient désormais en danger extrême. Les dossiers personnels de Roland contenaient des informations encore plus compromettantes que les documents de Gustave Hébert. « Élodie, nous devons partir d'ici immédiatement. Votre vie est en danger. » Alors qu'elles emballaient rapidement les dossiers de Roland, Patricia remarqua des véhicules suspects, stationnés aux deux extrémités de la rue. Leurs occupants observaient la maison avec une attention professionnelle. « Élodie, nous allons sortir par la porte arrière. Ma voiture est garée dans la rue parallèle. » Mais lorsqu'elles arrivèrent dans la cour arrière, elles trouvèrent 2 hommes armés bloquant leur fuite. Patricia reconnut immédiatement le type d'opération. L'élimination de témoins sous l'apparence d'un vol. « Commandante Rousseau, remettez les documents et personne ne sera blessé, » dit l'un des hommes avec un accent américain. Patricia évalua ses options. Elle était armée, mais faisait face à plusieurs assaillants dans une situation tactique défavorable. Sa priorité était de protéger Élodie et de préserver les preuves. Qui vous a envoyé? Des gens qui préfèrent garder certains secrets enfouis, tout comme le détective Marchand. À ce moment-là, Patricia entendit des sirènes approcher. L'agent Martin avait envoyé des renforts lorsqu'il avait perdu contact avec elle pendant plusieurs minutes. Les assaillants échangèrent des regards et décidèrent apparemment de se retirer plutôt que d'affronter un affrontement avec les autorités fédérales. Ils disparurent par le mur arrière avec l'efficacité de professionnels expérimentés. Patricia et Élodie furent immédiatement transférés dans une maison sécurisée fédérale, tandis que des experts analysaient les dossiers personnels de Roland. Les informations contenues confirmaient tout ce que Michel Hébert avait révélé, mais ajoutaient des détails précis sur des fonctionnaires américains actuels. Commandante, ces dossiers prouvent que le trafic d'armes n'a pas seulement continué après la mort de Marchand, mais s'est considérablement élargi après le 11 septembre. L'agent Martin montra des photographies datées de 2002 documentant des livraisons de matériel militaire américain à des groupes paramilitaires français. Les visages sur les photographies incluaient des fonctionnaires occupant actuellement des postes importants à Washington. Que faisons-nous de ces informations? Officiellement, elles seront classifiées indéfiniment. Officieusement, nous pouvons utiliser certaines parties pour poursuivre les responsables locaux de l'assassinat. Patricia ressentit de la frustration face aux limites politiques de l'enquête. Ils avaient découvert une conspiration massive, mais ne pourraient probablement poursuivre que les exécutants de moindre niveau. Cette nuit-là, alors qu'Élodie dormait sous protection fédérale, Patricia reçut un appel du procureur général de la République. « Commandante Rousseau, votre enquête a été transférée à la juridiction fédérale pour des raisons de sécurité nationale. Vous conserverez une participation aux aspects locaux de l'affaire. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que vous pouvez poursuivre Marcel Savin, Fernand Sautier et d'autres complices locaux, mais les aspects internationaux de l'affaire seront à traiter discrètement par des canaux diplomatiques. » Patricia comprit qu'elle recevait la même limitation qui avait frustré Roland Marchand 13 ans plus tôt. La différence était qu'elle connaissait maintenant pleinement l'ampleur de la conspiration qui avait coûté la vie au détective. Le lendemain, Patricia retourna à Bordeaux pour continuer les poursuites locales. Marcel Savin fut condamné à 20 ans de prison pour complicité dans l'homicide. Fernand Sautier reçut une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, Patricia rencontra Élodie Marchand en privé dans les couloirs du tribunal. « Élodie, nous avons enfin obtenu justice pour Roland, même si ce n'est pas l'histoire complète. Commandante, vous avez fait ce que beaucoup d'autres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire. Mon mari peut reposer en paix, sachant que ces assassins ont payé pour leurs crimes. » Patricia réfléchit aux limites de la justice qu'ils avaient se rencontrer. Ils avaient réussi à poursuivre les exécutants locaux, mais les véritables architectes de la conspiration restaient protégés par des considérations politiques. Le travail de Roland n'a pas été vain. Son enquête a finalement conduit au démantèlement du réseau de blanchiment d'argent.
bien que cela ait pris 13 ans à compléter. Cette nuit-là, Patricia visita la tombe de Roland Marchand pour lui annoncer personnellement que son affaire avait été close. La pierre tombale simple portait l'inscription « Détective Roland Marchand, mort en servant la justice ». L'enquête avait confirmé que certains secrets gouvernementaux étaient de l'un des trop sensibles pour une exposition complète, mais elle avait aussi démontré que la persévérance et l'intégrité finissaient vite par prévaloir sur la corruption et la dissimulation. 3 mois après le procès, Patricia reçut un appel inattendu de l'agent fédéral Martin. Les répercussions de l'affaire avaient atteint Washington, déclenchant une enquête interne révélant des connexions encore plus profondes. « Commandant Trousseau, nous devons nous rencontrer d'urgence. De nouveaux développements changent de tout ce que nous pensions sur l'affaire. » Patricia se rendit aux bureaux fédéraux à Paris, où elle trouva une équipe d'enquêteurs internationaux travaillant en coordination avec les autorités américaines. L'affaire du détective Marchand avait déclenché un grand nettoyage des opérations secrètes. « Commandante, les dossiers de Roland Marchand contenaient des informations qui correspondent à des enquêtes que nous avons gardées, classifiées pendant des années, expliqua l'agent Martin. Patricia examina des documents montrant comment l'assassinat de Marchand faisait partie d'un schéma systématique d'élimination d'enquêteurs s'approchant trop d'opérations sensibles de trafic d'armes. Combien d'autres détectives ont été tués pour les mêmes raisons? Au moins 12 cas similaires entre 1992 et 2001, tous des enquêteurs honnêtes ayant identifié des aspects des opérations d'armes. L'ampleur de la conspiration dépassait ce que Patricia avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de l'assassinat d'un détective, mais d'une campagne systématique pour protéger des opérations, générant des millions de dollars de profits illégaux. L'agent Martin montra des photographies de fonctionnaires américains arrêtés discrètement au cours des dernières semaines. Leur visage apparaissait dans les dossiers de Roland Marchand, confirmant leur implication directe dans les opérations de trafic. James Richardson n'est pas mort en Bosnie comme nous l'avions officiellement rapporté. Il a été éliminé par ses propres supérieurs lorsqu'il a exigé une compensation plus importante pour son silence. Patricia comprit que l'assassinat de Marchand avait été ordonné non seulement par des criminels français, mais aussi par des fonctionnaires américains, craignant l'exposition de leurs opérations. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que nous avons besoin de votre témoignage pour des poursuites supplémentaires. L'enquête s'est élargie pour inclure la trahison et la conspiration à un niveau international. Au cours des semaines suivantes, Patricia témoigna devant des grands jurys dans les 2 pays, fournissant les preuves qu'elle avait recueillies lors de son enquête sur l'assassinat de Marchand. Les poursuites qui en résultèrent furent menées en secret pour des raisons de sécurité nationale, mais elles aboutirent à de multiples condamnations de fonctionnaires de haut niveau dans les 2 gouvernements. Élodie Marchand fut informée en privé de l'ampleur réelle de la conspiration qui avait coûté la vie à son mari. Élodie, Roland n'a pas seulement découvert du blanchiment d'argent local. Son enquête a identifié un réseau international de trafic d'armes opérant avec une protection officielle. Cela signifie-t-il que mon mari est au mort pour quelque chose encore plus important que nous ne le pensions? Cela signifie que sa mort a potentiellement sauvé des milliers de vies en exposant des opérations armant des groupes de criminels des 2 côtés de la frontière. Cette révélation changea la perspective d'Élodie sur le sacrifice de son mari. Roland n'était pas mort seulement pour faire son travail de détective local, mais pour avoir découvert une conspiration menaçant la sécurité des 2 pays. Monsieur Raymond Lefebvre, propriétaire du vignoble Saint-Raphaël, fut totalement exonéré de toute implication criminelle. Sa propriété avait été utilisée à son insu pour dissimuler des preuves, mais il avait pleinement coopéré avec l'enquête. Monsieur Raymond, votre vignoble a été victime de criminels qui ont abusé de votre confiance et de votre réputation, expliqua Patricia. Votre coopération a été cruciale pour résoudre l'affaire. Le vignoble Saint-Raphaël devint finalement un mémorial pour les victimes du crime organisé, avec une plaque spéciale honorant la mémoire du détective Roland Marchand. Les dossiers personnels de Marchand furent déposés dans un musée d'histoire policière, disponible pour les futurs enquêteurs étudiant la lutte contre le crime organisé et la corruption gouvernementale. Patricia fut promue coordinatrice régionale des enquêtes spéciales avec une responsabilité spécifique pour les affaires impliquant la corruption officielle et les connexions internationales. Lors d'une cérémonie privée, le procureur général lui remit une médaille pour sa bravoure dans l'affaire Marchand. Commandant Trousseau, votre persévérance et votre intégrité ont honoré la mémoire d'un collègue tombé et ont contribué de manière significative à la sécurité nationale. Patricia accepta la reconnaissance au nom de tous les enquêteurs ayant participé à l'affaire, mais surtout en mémoire du détective Roland Marchand.
Joachim Dubois, le vigneron qui avait initialement trouvé le tonneau, fut reconnu comme citoyen exemplaire pour sa coopération avec les autorités. Sa découverte fortuite avait déclenché une enquête qui changea l'histoire du crime organisé en France. L'affaire établit des précédents légaux pour les futures enquêtes sur la conspiration internationale et le trafic d'armes. Les méthodes développées par Patricia et son équipe devinrent des normes pour les cas similaires. 6 mois après le procès, Patricia reçut des informations selon lesquelles Fernand Sautier avait été retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, il s'agissait d'un suicide, mais Patricia soupçonnait qu'il avait été éliminé pour empêcher d'autres révélations. La mort de Sautier fut un dernier rappel que certaines vérités restent dangereuses, même après des poursuites réussies. Les forces ayant ordonné l'assassinat de Marchand conservaient assez de pouvoir pour éliminer les témoins gênants. Patricia maintint un contact régulier avec Élodie Marchand, qui avait créé une fondation pour soutenir les familles d'officiers assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Commandante, la mort de Roland a enfin un sens complet. Votre enquête a changé la manière dont les deux pays gèrent le trafic d'armes. L'enquête sur l'affaire Marchand avait requis 13 tenants pour être complétée, mais ses répercussions se prolongeraient pendant des décennies. Elle avait exposé la réalité que certaines opérations gouvernementales transcendent les frontières nationales et nécessitent une coopération internationale pour être pleinement démasquées. 1 an après les principales poursuites, Patricia se tenait dans le cimetière municipal de Bordeaux, à côté de la tombe rénovée du détective Roland Marchand. La pierre tombale originale avait été remplacée par un monument honorant son sacrifice et décrivant sa contribution à la justice internationale. Élodie Marchand avait organisé une cérémonie commémorative, incluant les familles d'autres détectives assassinés pendant les opérations secrètes des années 90. L'enquête avait révélé un réseau systématique d'élimination d'enquêteurs honnêtes menaçant des intérêts criminels protégés. Roland est mort en faisant ce qui était juste, mais il n'est pas mort en vain, dit Élodie en plaçant des fleurs fraîches sur la tombe. Son enquête a sauvé des vies et exposé la vérité sur des opérations qui n'auraient jamais dû exister. Michel, le fils aîné de Roland, étudiait désormais la criminologie, inspiré par le travail de son père. Sa sœur, Camille, avait décidé d'étudier le droit international pour poursuivre la lutte contre la corruption transfrontalière. Patricia avait maintenu un contact étroit avec la famille Marchand, devenant une figure maternelle pour les enfants du détective assassiné. Son enquête avait restauré la réputation de Roland et apporté la closure émotionnelle dont la famille avait besoin pendant 13 ans. Commandante Patricia, grâce à vous, mon père peut enfin reposer en paix, dit Michel lors de la cérémonie. Votre persévérance a complété le travail qu'il avait commencé. La cérémonie inclut des représentants des 2 gouvernements ayant participé aux poursuites internationales résultant de l'affaire. L'ambassadeur américain en France prononça un discours reconnaissant les erreurs du passé et s'engageant à une plus grande transparence dans les futures opérations. Le détective Marchand est mort en servant des principes de justice qui transcendent dans les frontières nationales. Son sacrifice a conduit à des réformes qui bénéficieront à la sécurité des 2 pays pour les générations à venir. Monsieur Raymond Lefebvre avait transformé son vignoble en un centre de formation pour les jeunes à risque, offrant des alternatives légitimes au crime organisé. L'entrepôt où le tonneau avait été trouvé était devenu une salle de classe où l'on enseignait l'histoire policière et l'éthique professionnelle. Le détective Marchand n'a jamais connu personnellement mon vignoble, mais son affaire l'a transformé en un lieu d'espoir plutôt qu'un site de tragédie, expliqua M. Raymond lors de la cérémonie. Joachim Dubois, le vigneron dont la découverte avait lancé toute l'enquête, fut reconnu comme un héros civil. Sa volonté de signaler la découverte suspecte avait démontré l'importance des citoyens responsables dans la lutte contre le crime. « Je n'ai fait que ce que toute personne honnête aurait fait », dit Joachim, « mais je suis heureux de savoir que ma décision a contribué à rendre justice au détective et à sa famille. » Patricia réfléchit aux changements institutionnels provoqués par l'affaire. De nouveaux protocoles exigeaient une supervision internationale pour les opérations secrètes impliquant plusieurs pays. La coopération entre agences s'était considérablement améliorée, réduisant les opportunités de conspiration criminelle. L'affaire Marchand était devenue une étude obligatoire dans les académies de police des 2 pays, enseignant aux futurs enquêteurs les dangers de la corruption et l'importance de l'intégrité professionnelle. Patricia avait reçu de multiples offres pour écrire un livre sur l'enquête, mais elle avait décliné par respect pour les aspects classifiés de l'affaire. Cependant, elle avait collaboré à des documentaires éducatifs expliquant les techniques d'enquête sans compromettre les informations sensibles. Les poursuites internationales avaient abouti à des réformes législatives renforçant les protections pour les enquêteurs,
découvrant des opérations gouvernementales illégales. Le protocole Marchand établissait des procédures spécifiques pour protéger les détectives enquêtant sur la conspiration officielle. Marcel Savin avait pleinement coopéré depuis la prison, fournissant des informations supplémentaires qui avaient conduit à des poursuites secondaires d'autres comptables impliqués dans le blanchiment d'argent. Sa peine avait été réduite à 20 ans pour sa coopération exceptionnelle. L'ancien commandant Henri Villeneuve était décédé de cause naturelle 6 mois après son témoignage, emportant avec lui des secrets supplémentaires sur la corruption des années 90. Sa confession avait été cruciale pour établir la chronologie complète des événements menant à l'assassinat de Marchand. Patricia avait été invitée à enseigner à l'Académie nationale de police, partageant son expertise avec les nouvelles générations d'enquêteurs. Ses cours sur l'enquête de conspiration étaient devenus les plus populaires du programme académique. La mort du détective Marchand nous enseigne que la justice peut parfois prendre des décennies à s'accomplir, mais nous ne devons jamais abandonner la recherche de la vérité, disait-elle à ses étudiants. Élodie Marchand avait créé la fondation Roland Marchand pour soutenir les familles d'officiers assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. L'organisation fournissait une assistance juridique, un soutien psychologique et des ressources éducatives pour les enfants d'officiers tombés. La fondation maintenait également un archive de cas non résolus poursuivant les enquêtes abandonnées par manque de ressources ou sous pression politique. Plusieurs affaires classées avaient été résolues en utilisant les techniques développées lors de l'enquête Marchand. 5 ans après la découverte du tonneau, Patricia visita le vignoble Saint-Raphaël pour participer à la cérémonie annuelle commémorant la résolution de l'affaire. L'événement s'était élargi pour inclure les familles de victimes du crime organisé de toute la région. Le détective Roland Marchand représente tous les officiers morts en défendant la justice contre des forces supérieures, dit Patricia lors de son discours principal. Son exemple nous inspire à continuer de nous battre, peu importe la puissance de nos adversaires. L'enquête avait démontré que la persévérance et l'intégrité finissent par prévaloir sur la corruption, bien que le processus puisse prendre des années ou des décennies. L'affaire Marchand était devenue un symbole d'espoir pour les enquêteurs confrontés à la conspiration officielle. Les dossiers complets de l'affaire furent finalement déclassifiés 10 ans plus tard, permettant un accès public à la plupart des informations recueillies pendant l'enquête. La transparence avait renforcé la confiance du public dans les institutions de justice. Patricia conclut sa carrière en tant que directrice nationale des enquêtes spéciales, supervisant des cas similaires à travers le pays. Sa méthodologie avait été adoptée internationalement comme norme pour enquêter sur la conspiration transnationale. Dans son discours de retraite, Patricia rendit hommage à la mémoire de Roland Marchand et de tous les enquêteurs ayant sacrifié leur vie au service de la justice. Le détective Marchand est mort pour avoir découvert la vérité, mais sa mort n'a pas été vaine. Son enquête a changé la manière dont nous combattons le crime organisé et protégeons ceux qui servent la justice. L'affaire, qui avait commencé par la découverte fortuite d'un tonneau enterré, avait évolué pour devenir un jalon de la coopération internationale contre le crime organisé. La mort de Roland Marchand avait été finalement vengée, non seulement par des poursuites criminelles, mais aussi par des réformes systémiques protégeant les futurs enquêteurs. 13 ans après son assassinat, le détective Roland Marchand avait obtenu la justice complète qu'il méritait, et son héritage continuerait à protéger l'intégrité des institutions de justice pour les générations futures.